Nous allons voir les troubles de mémoire dans la maladie d'Alzheimer. On va repartir d'ailleurs de la description par Alzheimer de la maladie qui porte son nom lorsqu'il rencontre Auguste D au début du XXe siècle. Et vous voyez d'ailleurs l'observation, c'était un document émouvant, l'observation initiale. Et puis Alzheimer va suivre cette patiente pendant quelques années jusqu'à son décès. Et finalement, il va rapporter très précisément l'observation clinique qu'il a décrit au cours des années précédentes. Il décrit qu'il y a des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, on va en reparler, une désorientation temporo-spatiale, des troubles du comportement, et puis aussi des troubles psychiatriques avec de l'agitation, avec des idées paranoïaques et avec des hallucinations auditives. Et tout cela, il le rapporte à des lésions cérébrales qu'il observe dans le cortex de la patiente, lésions amyloïdes et lésions tau. Donc il faut comprendre que la maladie d'Alzheimer, c'est un ensemble clinico-pathologique, c'est un cadre syndromique avec des lésions cérébrales. Alors, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans ce cadre syndromique, dans les troubles de mémoire. On a appris beaucoup de choses depuis la description par Alois Alzheimer. On a appris, et notamment, l'histoire naturelle de la maladie. Les lésions commencent au niveau d'une petite région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. C'est très très important par rapport à la problématique de la mémoire. On va le voir après, car l'hippocampe, c'est un peu la porte d'entrée dans les souvenirs. Donc, il y a d'abord des lésions au niveau de l'hippocampe qui, petit à petit, vous le voyez au milieu, vont progresser vers les régions antérieures du cerveau, les régions frontales, et puis après, vont envahir l'ensemble du cortex cérébral, l'ensemble des aires, ce qu'on appelle les aires associatives. Donc, il va y avoir dans la maladie d'Alzheimer finalement deux grandes phases. Une première phase limitée à l'hippocampe qui va se caractériser par un syndrome amnésique progressif. Alors, vous allez avoir effectivement un syndrome inaugural avec des troubles de mémoire inauguraux liés à cette atteinte précoce des formations hippocampiques. C'est ce que j'ai appelé la phase prodromale de la maladie d'Alzheimer. Et puis, secondairement, lié à la diffusion des lésions sur l'ensemble du cortex, on va voir apparaître des troubles du jugement avec une apathie notamment, une sorte de diminution du comportement, des troubles du langage avec un manque du mot, des troubles des gestes programmés, c'est l'apraxie, des troubles de la reconnaissance des visages et des objets, des troubles du comportement, on l'a vu. Et tout ça, ça va retentir sur l'autonomie du patient, la perte d'autonomie traduisant ce qu'on appelle la démence. On aura l'occasion d'en reparler. Mais concentrons-nous sur cette phase précoce, cette phase prodromale, où il y a un syndrome amnésique relativement isolé qui caractérise la maladie d'Alzheimer. Alors, évidemment, trouble de mémoire, c'est quelque chose qui est relativement banal à partir d'un certain âge. Prenez par exemple l'histoire de cette femme que j'ai vue en consultation et qui est venue me voir parce qu'elle disait qu'elle ne savait plus compter mentalement, elle oubliait ce qu'elle était en train de faire, elle rentre souvent dans une pièce sans savoir ce qu'elle vient y chercher, elle donne rendez-vous à sa fille, je lui dis j'arrive, je n'y vais pas, lorsqu'elle me rappelle j'avais totalement oublié le rendez-vous et sa raison, je ne reconnais plus un document que j'ai rédigé, je ne me souviens plus ce que j'ai fait la veille, je ne sais plus si j'ai répondu à un courrier, au cours d'un trajet proche du domicile, j'oublie où je vais, je fais parfois des fautes d'orthographe aberrantes. Vous allez me dire, mais cette malade, cette pauvre dame, elle a un grand syndrome amnésique. Eh bien, finalement, le paradoxe, c'est qu'elle n'avait pas de trouble de mémoire dans des tests. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déficit objectif de sa mémoire. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une plainte de mémoire sans pour autant que cela traduise un déficit de la mémoire. Et c'est toute la difficulté face à laquelle nous allons être confrontés. Nous, médecins, nous avons des gens qui se plaignent de leur mémoire à partir d'un certain âge, et parmi eux, il y en a qui vont avoir des troubles objectifs de la mémoire. Ça veut dire qu'il va falloir faire des tests pour faire la part des choses. En effet, la plainte de mémoire est un mauvais indicateur. Prenez, voyez sur cette diapositive, il y a deux courbes. Celle du haut, c'est celle de patients qui ont une dépression. Ils ont une dépression, mais ils ont des troubles, ils n'ont pratiquement pas de trouble de mémoire, ils ont un MMS à 29 sur 30, c'est-à-dire qu'ils n'ont finalement aucun trouble cognitif. Ils ont une dépression assez sévère, et vous voyez qu'ils sont très élevés par rapport à leur plainte. Ils ont une plainte très élevée, vous voyez, qui part de 100 jusqu'à 160, vous voyez, quand on suit la courbe, très élevée. Donc, ils n'ont pas de déficit dans les tests, mais ils ont une plainte très élevée, ils sont dépressifs. Et vous avez au-dessous une droite qui est pratiquement plate, c'est celle de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Vous voyez qu'ils ont des troubles cognitifs assez sévères puisqu'ils ont un MMS à 20 sur 30. C'est-à-dire qu'ils ont déjà
des troubles de mémoire importants. Mais ils ne se plaignent pas. Donc il y a une sorte de paradoxe qui est que, et c'est ce que j'avais dit il y a quelques années, ça faisait un peu sourire, mais plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risques de développer la maladie d'Alzheimer. C'est un peu schématique, mais ça veut dire que la plainte n'est pas forcément un indicateur réel du fonctionnement de la mémoire. Pourquoi? Eh bien parce que la plainte de mémoire, qui est un syndrome d'une grande fréquence et qui n'est pas corrélé au score dans les tests, comme je vous l'ai expliqué, est plutôt l'expression d'un trouble de l'attention. Et vous voyez, parce qu'on peut être dépressif, parce qu'on a des troubles anxieux, parce qu'on a un stress professionnel, le burn-out, parce qu'on prend certains médicaments qui peuvent interagir avec nos capacités attentionnelles, parce qu'on a des troubles de sommeil, simplement parce qu'on vieillit. Eh bien, pour toutes ces raisons, on peut avoir effectivement des troubles de l'attention qui va perturber le fonctionnement mnésique. On va voir pourquoi tout à l'heure. Mais ça peut aussi, et c'est pour ça que c'est compliqué, ça peut aussi être le signal d'une affection dégénérative débutante. Mais dans mon expérience, ce qui va être évocateur, c'est une plainte qui sera souvent exprimée par l'entourage, parce que comme je vous l'ai montré juste avant, les patients qui ont un syndrome amnésique dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, généralement ne se plaignent pas beaucoup de leur mémoire. Et puis ce qui est évocateur, c'est une tendance à se répéter ou à poser plusieurs fois la même question d'une minute à l'autre, ce qui indique que, alors que la question était probablement importante puisqu'ils la posaient, alors qu'on leur donnait la réponse, eh bien ils n'ont pas enregistré la réponse à une question qui était importante. Ça veut dire qu'il y a quand même un déficit de mise en mémoire. Donc d'un côté, les troubles attentionnels qui finalement vont être sollicités dans la vie courante pour des choses banales, on oublie en permanence l'emplacement de là où on met ses lunettes, ses clés, son journal, parce qu'on n'y fait pas attention. Et d'un autre côté, le fait qu'on ne se rappelle pas quelque chose d'important et qui, lui, est un signal probablement inquiétant. Donc, toute la question qu'on va avoir, nous, médecins, c'est de différencier entre des troubles de l'attention et des troubles de la mémoire. Et pour bien comprendre la différence, il faut comprendre ce qui se passe quand on est confronté à une information. Vous voyez en haut à gauche, une information qui peut être visuelle, on lit quelque chose, ou auditif, on entend une histoire, etc. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour qu'on restitue cette information, vous voyez, quelques minutes après? Eh bien, il faut que cette information passe par 3 boîtes différentes. La saisie d'abord, le stockage et la récupération. On va analyser chacune de ces boîtes. La saisie d'abord. Pour qu'on enregistre l'information, il faut qu'on soit bien attentif à cette information. Il faut que nos systèmes perceptifs captent l'information auditive, notre cortex temporal, ou visuelle, notre cortex occipital. Donc il faut saisir cette information, il faut être attentif. Si je vous dis une liste de mots, que vous pensez à autre chose, vous n'allez pas bien saisir la liste de mots, et bien sûr, vous ne la mettrez pas en mémoire et vous ne pourrez pas la restituer. Donc, la saisie va être perturbée si on est fatigué, si on est dépressif, ou simplement si on a un peu de troubles attentionnels liés au vieillissement. Une fois que l'information est saisie, elle est envoyée vers l'hippocampe, qui est un peu le péage de l'autoroute des souvenirs. Il faut que l'information passe par le péage, passe par la porte, qui permet de rentrer dans la banque du cerveau. C'est le stockage. Quand on a une maladie de l'hippocampe, eh bien, comme dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, l'information qui a été perçue ne va pas rentrer dans le cerveau. Elle ne va pas être stockée. Donc on ne va pas pouvoir la garder en mémoire. Elle ne sera pas dans la banque. Troisième cas de figure, l'information a bien été saisie, elle est bien stockée, mais on a du mal à aller rechercher, ce qu'on appelle le syndrome du bout de la langue. Je sais, ça va revenir, c'est toujours comme ça, etc. Et là, il faut activer des stratégies de récupération. Il faut aller chercher l'information qui est dans la banque. Et ça va permettre la restitution. Donc, vous voyez, le métier que l'on va avoir, nous, médecins, c'est de faire la part entre est-ce que c'est un trouble de la saisie ou de la récupération, c'est la fatigue, la dépression, ça, ou est-ce que c'est un trouble du stockage, c'est-à-dire lié à une maladie de l'hippocampe dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer. Alors en pratique, comment fait-on? Eh bien, pour étudier la mémoire épisodique, on va tout simplement demander au sujet des événements personnels récents. Qu'est-ce qu'il a fait la veille? Qu'est-ce qu'il a fait les jours précédents? C'est-à-dire qu'on va mesurer sa capacité à garder en mémoire des informations récentes, ce qui va nous donner des informations sur le fonctionnement de l'hippocampe. On va aussi lui demander l'orientation temporelle et spatiale. On peut aussi faire des petits tests de mémoire, rappel de mots. Il y a l'épreuve des 5 mots qui est une épreuve qui a été mise au point et qui est très utile. Voilà, donc bien comprendre que la plainte de mémoire est habituelle chez les gens à partir d'un certain âge, mais ne veut pas forcément dire que c'est un trouble objectif de la mémoire. Il faut donc faire des tests et les tests vont nous permettre de faire la part des choses.